Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'esprit d'un empereur romain un peu à part, Marc Aurèle. Oui, Marc Aurèle. À travers ses notes personnelles, les fameuses méditations, on va essayer de comprendre ce qui animait cet homme, au sommet du pouvoir, mais qui cherchait autre chose, la sagesse, la paix intérieure. Hmm. Alors notre base, ce sont des extraits d'une édition du projet Gutenberg. Il y a une intro assez détaillée, des passages des méditations et même un bout de sa correspondance. Oui, c'est une bonne base. L'idée, c'est de dénicher un peu les pépites de sagesse stoïcienne et puis ses réflexions plus perso, quoi. Bon, alors, déballons ça. Comment un type, confronté à la guerre, la peste, la politique, a pu écrire un truc pareil? Un guide pour la sérénité. Bah justement, c'est ça qui est fascinant avec les méditations. C'est le paradoxe. Oui, C'est pas du tout un traité de philo classique, destiné à être publié. C'est un journal intime. Presque un carnet d'exercices spirituels, on pourrait dire. ah d'accord. Et on y voit vraiment la lutte au quotidien d'un homme qui a le pouvoir absolu, mais qui essaye de vivre selon des principes éthiques super exigeants. Mhm. Faut imaginer, il gère des guerres quasi permanentes aux frontières, des épidémies terribles, des deuils personnels à répétition, sans parler du poids de l'Empire, quoi. Oui, ça devait être écrasant. Donc, il y a ce contraste saisissant entre l'image publique, l'empereur tout-puissant, et puis, l'homme vulnérable qui cherche dans ses notes secrètes à rester maître de lui-même. C'est vrai. Alors, avant de regarder ses pensées de plus près, peut-être rappeler vite fait qui il était. Oui, bonne élé. Alors, né Marcus Annus Verus en 121. Grande famille, mais orphelin assez jeune. Adopté par son grand-père, puis par Antonin le Pieux, le futur empereur. C'est ça, Son éducation, exemplaire, très vite orientée vers la philo, le stoïcisme surtout. tout à fait. On dit qu'il était sobre, qu'il fuyait le luxe, qu'il s'endurcissait. Même qu'Adrien l'avait surnommé Verissimus, le très vrai, pour sa droiture déjà. Oui, cette réputation le suit très tôt. Et il se tenait à l'écart des passions populaires, genre les jeux du cirque, donc une image assez austère, sérieuse, quoi. Effectivement. Et cette formation, elle va être mise à l'épreuve, et pas qu'un peu, dès qu'il arrive au pouvoir en 161. Ah oui, Il s'associait Lucius Verus comme co-empereur, un partenaire qui était, disons, plus attiré par les plaisirs que par la gestion de l'État, d'après les sources. d'accord. Pas l'idéal. Et direct, c'est la guerre. D'abord contre les Parthes en Orient, puis, et ça c'est plus grave, une longue série de guerres au nord contre les Germains, les Marcomans, les Quads. Ah oui, les fameuses guerres marcomaniques. Exactement. Et comme si ça suffisait pas, la peste revient d'Orient, elle ravage l'Empire. La famine à Rome. La totale. Pour financer tout ça, Marc Aurèle doit vendre aux enchères les bijoux impériaux, c'est dire. Incroyable. Puis il perd son co-empereur, Verus, en 169. Ensuite, il doit gérer une usurpation, celle d'Avidus Cassius en Syrie, en 175. Ah oui, l'usurpation de l'Avidus. Et il aurait voulu lui pardonner, c'est ça J'ai lu ça quelque part. C'est ce qu'on dit, oui. Les sources suggèrent qu'il voulait éviter plus de sang. Mais bon, Cassius se fait assassiner par ses propres hommes avant que Marc Aurèle ait à pas à décider vraiment. D'accord. Il aurait même refusé de voir sa tête après coup. Peu après, en 176, il perd sa femme, Faustine. Apparemment, il l'aimait beaucoup, malgré toutes les rumeurs qui couraient sur elle. Hmm. Et lui-même, il meurt en 180, sur le front du Danube, en Pannonie, probablement malade. Donc un règne passé en grande partie sur les champs de bataille, loin de Rome, à gérer crise sur crise. Et côté perso, des drames aussi. Il a perdu presque tous ses enfants, il lui restait que Commode, qui a viré tyran après. Ça pose vraiment la question. Comment il a fait pour tenir? Sa philo, c'était un refuge, un outil. Ben voilà, on y arrive. C'est là que le stoïcisme devient crucial. Pour comprendre Marc Aurèle, faut saisir ce que c'était cette école de pensée à l'époque. Oui, Face à la religion romaine traditionnelle, qui était parfois vue comme un peu donnant-donnant avec les dieux, le stoïcisme, fondé par Zénon bien avant, vers 300 avant Jésus-Christ, ça offrait une vision du monde plus cohérente et une éthique très mais très forte. et le but ultime, c'était quoi? Le but ultime, c'est la formule célèbre « vivre en accord avec la nature ». Vivre en accord avec la nature. Bon, ça peut paraître un peu flou dit comme ça. Ça voulait dire quoi concrètement pour un stoïcien? Alors, ça voulait dire vivre en accord avec la raison, le logos, comme ils l'appelaient. Pour eux, cette raison gouverne tout l'univers et elle est aussi présente en chaque être humain. Ah d'accord. L'univers est matériel, mais il est ordonné, rationnel, presque divin dans son ensemble. Et notre âme, c'est une étincelle de cette raison universelle. Donc vivre selon la nature, c'est vivre selon notre propre raison, en phase avec la raison du monde. Logique.
Et pour y arriver, il divisait la philo en 3 axes. La physique, comprendre le monde, la logique, bien raisonner, et l'éthique, bien agir. Et c'est l'éthique qui était la plus importante pour la vie de tous les jours. D'accord. Et cette éthique, les grands principes, c'était quoi? J'ai entendu parler de la vertu comme seul bien. Exactement ça. Pour les stoïciens, la seule chose vraiment bonne en soi, c'est la vertu. La sagesse, la justice, le courage, la modération. Et la seule chose vraiment mauvaise, c'est le contraire, le vice. Tout le reste, Oui. la santé, la richesse, la réputation, la douleur, même la mort, tout ça, c'est classé comme indifférent. En grec, adiaphora. Attendez, indifférent. La santé, la mort, c'est pas rien quand même. Comment on peut être indifférent à ça? Ah oui, la traduction est un peu brutale. Faut comprendre indifférent au sens de ça ne relève pas du bien ou du mal moral. Ce ne sont pas des choses bonnes ou mauvaises en soi. Je vois. Après, il nuance. Il y a les indifférents préférables, comme la santé, une certaine richesse, et les non préférables, comme la maladie, la pauvreté. Le sage, l'idéal stoïcien, il préfère les premiers, bien sûr. Mais son bonheur, son eudaimonia, ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de quoi alors? Ça dépend uniquement de sa vertu, de sa capacité à bien juger et à bien agir, peu importe les circonstances. C'est ça le cœur de la citadelle intérieure stoïcienne, se concentrer sur ce qui dépend vraiment de nous. Ah, là voilà, la fameuse distinction. Ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Précisément. C'est peut-être l'outil stoïcien le plus puissant et le plus actuel encore aujourd'hui d'ailleurs. Et qu'est-ce qui dépend de nous alors, selon eux? Essentiellement notre monde intérieur. Nos jugements, nos opinions, nos désirs, nos aversions, nos choix en somme. D'accord. Et ce qui n'en dépend pas, notre corps, on tombe malade, nos possessions, notre réputation, ce que font les autres, les événements extérieurs. Le stoïcien, il essaye d'accepter sereinement ce qui lui arrive et sur quoi il n'a pas de prise. Mais il agit avec vertu dans son domaine, ses pensées, ses actions. C'est un sacré programme. Oui, et il faut ajouter une idée forte, le cosmopolitisme. Chaque être humain est citoyen du monde, on fait tous partie d'un même tout. Donc on a un devoir d'agir pour le bien commun. C'est exigeant, effectivement. Et chez Marc Aurèle, comment ça se traduit tout ça? Il applique le système à la lettre? Rigide? Moins un système rigide qu'un sentiment profond, presque religieux par moments. Son stoïcisme est teinté par sa propre personnalité, qu'on décrit comme douce, tolérante. Ah oui, Jo. La résignation stoïque face au destin, chez lui, ça devient presque une confiance, une acceptation, sereine. On a souvent comparé les méditations à l'imitation de Jésus-Christ. Ah oui, le texte chrétien. Oui, un autre grand classique de la spiritualité pratique. Les deux parlent d'examen de conscience, de maîtrise de soi, mais il y a des différences clés. Lesquels? L'accent romain sur l'autonomie de la raison, le devoir, face à l'humilité chrétienne, la dépendance à Dieu, la faute vue comme une erreur, une ignorance chez le stoïcien, et comme un péché chez le chrétien. Et surtout, Marc Aurèle, il écrit pour lui-même. Oui, ça change tout. Ça donne cette authenticité incroyable, cette impression d'être là, avec lui, pendant qu'il essaie de se recadrer, de se parler à lui-même. Et cette sincérité, on la sent dès le début, dès le livre 1 des Méditations, qui est assez particulier d'ailleurs. C'est pas de la philo abstraite, hein. C'est... Une liste de remerciements. Oui, c'est un exercice de gratitude assez incroyable. Il passe en revue tous ceux qui l'ont influencé positivement. Et il dit précisément ce qu'il leur doit. C'est original. C'est pas juste une liste, c'est une reconnaissance très ciblée des vertus qu'il a apprises des autres. De son grand-père, la bonté, la maîtrise de soi. De sa mère, la piété, la simplicité. D'un maître, Diognes, le détachement des futilités. C'est fascinant, on le voit démonter sa propre éducation morale en quelque sorte. Et il y a un passage qui marque sur un certain Rusticus. Ah, Rusticus. Oui, Junius Rusticus, un philosophe stoïcien qui a eu une grosse influence sur lui. Marc Aurèle le remercie de lui avoir fait prendre conscience de ses défauts, de son besoin de corriger et soigner son caractère. Carrément. Et surtout, c'est Rusticus qui lui fait découvrir les entretiens d'Épictète, un autre grand stoïcien, un ancien esclave d'ailleurs. Et cette découverte littéraire, ça semble avoir été un tournant pour lui. Ah oui. Oui, on sent que ça l'a vraiment orienté vers la philosophie pratique. C'est un bel exemple de transmission. Il remercie aussi son père adoptif, Antonin, pour son exemple de travailleur acharné, humble, juste.
Ce livre 1, ça pose les bases. La vertu, ça s'apprend, ça se cultive et on la doit aussi aux autres. D'accord. Et après cette intro très reconnaissante, les livres suivants, ils développent les grands thèmes stoïciens, j'imagine. Exactement. Un qui revient tout le temps, c'est la gestion des pensées, des jugements. Il répète souvent « tout est opinion ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que rien n'est vrai? Non. Pas que rien n'est réel, mais que notre expérience de la réalité, elle est filtrée par nos jugements, nos opinions. C'est-à-dire? L'événement en lui-même, il est neutre. C'est l'opinion qu'on ajoute qui crée la souffrance, le trouble. Exemple. Quelqu'un me critique. C'est un fait. Me sentir blessé, outragé, ça, c'est une opinion que j'ajoute. C'est ça? D'accord. Donc il insiste beaucoup sur le besoin d'examiner nos représentations mentales, les phantasias. De ne pas se laisser emporter par la première impression, surtout si elle est négative. De se retirer en soi-même, comme il dit, pour retrouver le calme de la raison. Hmm. Il nous dit « n'ajoutez pas de drame intérieur à ce qui arrive ». C'est un travail de vigilance mentale de tous les instants. Une sorte d'hygiène mentale, en fait. Très moderne. Et ça rejoint l'idée de vivre selon la nature et la raison, un autre thème important. Exactement. Vivre selon la raison, pour lui, c'est d'abord accepter le cours des choses. Que ce soit dû à une providence divine ou au simple hasard des atomes, il laisse souvent les deux options ouvertes. Ah oui. Oui, comme en 4.3 ou 9.1. Puisqu'on ne contrôle pas les événements extérieurs, autant les accueillir comme faisant partie de l'ordre naturel des choses. Accepter ce qui est. Voilà. Et ensuite, c'est agir selon notre propre nature. Et notre nature, pour un stoïcien, c'est d'être raisonnable et sociable, donc le but principal de nos actions, ça doit être le bien commun, parce qu'on est tous liés. D'accord. La vertu perso et l'utilité pour les autres, c'est lié. Il va même jusqu'à trouver une certaine beauté stoïque dans les choses simples, naturelles, même un peu imparfaites, comme les craquelures d'un pain ou les olives trop mûres. J'aime bien cette image. Et cette idée d'être tous liés, ça mène directement à sa vision des relations avec les autres. Et là, il met la barre assez haut, non? Très très haut. C'est peut-être l'aspect le plus difficile à appliquer de sa philosophie. Il prône une tolérance, une patience radicale envers les erreurs, les défauts des autres. Pourquoi? Son raisonnement, c'est du pur stoïcisme. Si quelqu'un agit mal, c'est par ignorance. Il ne connaît pas le vrai bien, il se trompe. Hmm. Donc soit on essaye de l'instruire, gentiment, si on peut, soit on le supporte, avec patience. Il insiste là-dessus. L'action mauvaise de l'autre ne peut pas vraiment nous faire de mal, parce que notre bien à nous, notre vertu, elle reste intacte si on ne laisse pas notre jugement être pourri par la colère ou le ressentiment. C'est fort, ça. Ne pas se laisser atteindre. C'est ça l'idée. Le mal que l'autre fait, c'est son problème, pas le nôtre, au fond. Il va même jusqu'à dire qu'il faut aimer ceux qui nous font du tort. Oui, oui, en 7.16 par exemple. C'est l'application ultime de l'idée qu'on est tous frères et sœurs, membres de la même communauté humaine rationnelle. D'accord. Donc faire le bien même à ceux qui nous nuisent, sans rien attendre en retour, c'est simplement agir selon notre nature sociable. Il y a même un passage célèbre dans le livre 11 où il liste 9 points, 9 réflexions pour gérer sa colère face à une offense, une sorte de kit de survie anti-colère. Pas mal. C'est puissant. Mais il y a un dernier thème, peut-être plus sombre, mais qui revient tout le temps. L'impermanence, la brièveté de la vie, la mort. Ah oui, omniprésent. Marc Aurèle n'arrête pas de se rappeler à lui-même, et donc à nous, que la vie est courte. Un point, un souffle. Que tout passe, tout se transforme sans cesse. C'est un peu déprimant, non? Pas pour lui, je crois. Les empires, les grands hommes, les objets, tout finit par disparaître dans l'océan du temps. Donc la gloire après la mort, c'est une illusion, une vanité. D'accord. Penser à la mort, pour lui, c'est pas morbide. C'est un exercice pour se détacher de ce qui n'est pas essentiel. Pour se concentrer sur le présent, sur l'action juste, maintenant. Mhm. La mort elle-même, c'est juste un processus naturel. Une dissolution des éléments, une transformation, c'est ni bien ni mal, c'est juste. Inévitable. L'important, c'est d'être prêt à partir, comme il dit. D'avoir vécu selon la raison jusqu'au bout. Ce qui frappe aussi en lisant, c'est le style. C'est très direct, des phrases courtes, comme des maximes. Parfois, ça se répète. On sent qu'il se parle à lui-même. C'est exactement ça. Ce sont des notes pour lui. Des exercices pour muscler son âme, en quelque sorte. La répétition, ça fait partie de l'entraînement mental. Oui. Il utilise des images fortes pour que ça marque. La pourpre impériale, c'est juste de la laine teinte avec le sang d'un coquillage. La vie, c'est une pièce de théâtre dont on ignore la durée. L'univers est une cité unique. C'est visuel. Ouais. Et il y a une honnêteté parfois, brutale envers lui-même. Il se reproche sa paresse le matin, par exemple.
C'est vraiment la quête acharnée d'un homme pour aligner sa vie intérieure avec ses idéaux, alors que tout autour et en lui, c'est le chaos. Cette image de l'homme seul face à ses principes, elle est forte. Mais les sources nous donnent aussi un autre visage de lui, plus intime peut-être, grâce à sa correspondance avec Fronton. Oui, tout à fait. La découverte de ces lettres au XIXe siècle, ça a été une petite révolution. Marcus Cornelius Fronto, c'était un orateur super célèbre à l'époque, le prof de rhétorique de Marc Aurèle et de Lucius Verus. D'accord. Et leur relation prof-élève, elle s'est transformée en une amitié très profonde, très longue. Et les lettres en témoignent. Et là, le ton est différent des méditations, j'imagine? Ah oui, quel contraste. On découvre un Marc Aurèle affectueux, presque tendre. Il s'inquiète tout le temps pour la santé de Fronton. Il parle avec joie de ses enfants, il les appelle ses petits poussins. Adorable. Il décrit des scènes de vie quotidienne, une journée de chasse, les vendanges à la campagne. Il partage sa passion pour les livres, il discute de ses lectures, de ses essais d'écriture. On est loin de l'image de l'empereur philosophe complètement détaché. C'est vrai, ça le rend plus humain. Tout à fait. Ces lettres, elles montrent un homme capable d'attachement très fort, de chaleur humaine. Ça nuance un peu l'insistance des méditations sur le détachement philosophique. Hmm. Elle confirme aussi l'importance de Rusticus pour son virage philosophique. On sent que c'est vraiment Rusticus qui l'a poussé vers le stoïcisme, peut-être au détriment d'une carrière plus littéraire que Fronton voyait pour lui. Ah d'accord, il y a une petite tension là. Peut-être. D'ailleurs, il y a un petit paradoxe. La seule fois où il mentionne Fronton dans les méditations, c'est assez critique. Il dit que Fronton lui a appris à voir l'envie, la duplicité et l'hypocrisie du pouvoir, et le manque d'affection naturelle chez les nobles. Ah oui, Ça contraste pas mal avec la chaleur de leurs lettres. C'est peut-être l'illustration de la différence entre l'observation philosophique un peu générale et puis l'expérience perso. ça rend le personnage encore plus complexe finalement. Bon, si on essaye de récapituler un peu notre exploration, on a vu un homme façonné par une éducation très solide, mais aussi par des épreuves constantes, personnelles et politiques. Oui, Et qui a trouvé dans le stoïcisme, pas juste une doctrine, mais vraiment une boîte à outils pour naviguer dans tout ça, pour gérer les défis énormes de sa fonction et de sa vie. c'est ça. Et les méditations, c'est le témoignage brut, intime de cette lutte intérieure pour la sagesse, pour la sérénité. Exactement. Et ça nous ramène à ce qu'on disait au début. Marc Aurèle, il écrivait souvent « au camp devant les quads », littéralement sur le front, au milieu du chaos. Il cherchait à tenir bon, à maintenir sa citadelle intérieure. Hum, Et ça soulève une question assez importante pour nous aujourd'hui, je trouve. laquelle? Dans notre monde à nous, avec son flot d'infos, de stress, d'incertitudes, qui sont nos quads à nous aujourd'hui? Bonne question. Et comment l'approche de Marc Aurèle, faire le tri entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, cultiver sa raison, sa bienveillance, accepter ce qui change tout le temps, comment cette approche pourrait, pas comme une recette magique, hein, mais comme une source d'inspiration, comment elle pourrait nous aider, nous aussi, à construire notre propre tranquillité d'âme face aux tempêtes d'aujourd'hui? Une question qui résonne fort, c'est vrai. Cultiver son jardin intérieur même quand dehors ça souffle fort. Une leçon qui a 2000 ans mais qui n'a pas pris une ride. Merci d'avoir suivi cette analyse des pensées de Marc Aurèle.